Bonjour et merci de nous retrouver pour ce troisième Mad Talks qui s'est tenu le 6 mai. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce soir, la troisième édition des Mad Talks. Aujourd'hui, nous décollons, comme nous l'avions annoncé, pour les États-Unis. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marie Tritant, qui est en direct avec nous de Los Angeles. Alors Jean-Marie, il est président du groupe Unibail-Rodamco Westfield aux États-Unis. Il est membre du senior management team du groupe. Jean-Marie a rejoint Unibail en 1997 où il a occupé diverses fonctions avant de devenir en 2012 directeur général des centres commerciaux et des bureaux pour la France, puis en 2013 directeur général des opérations du groupe. Il est à Los Angeles depuis maintenant 2 ans. Pour mémoire, le groupe Unibail-Rodamco Westfield aux États-Unis, c'est un portefeuille très vaste de malls comme Westfield Century City, Westfield World Trade Center pour les plus connus, mais c'est aussi des destinations dans des aéroports. Donc Jean-Marie, nous allons commencer par te laisser la parole en te remerciant à nouveau pour dresser un portrait de la situation actuelle aux États-Unis. Alors, pour laisser la parole à Jean-Marie, je lui rends la parole d'abord. Voilà. Bon. Jean-Marie, Okay, c'est bon. à toi. Ouais. Okay. Bonsoir, merci à Delphine et Jean de me donner l'occasion d'avoir une présentation en français, même si les slides sont en anglais. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Donc, c'est sympa d'avoir la possibilité peut-être d'échanger avec vous. Je ne suis pas sûr que vous appreniez grand-chose globalement sur ce que je vais vous dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis que vous êtes en train de vivre en Europe et en France. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Mais ça permet peut-être d'avoir un focus un peu plus particulier sur les fondamentaux du marché américain et qui sont un petit peu spécifiques. Donc, je vais faire rapide. Je vais préparer quelques slides juste pour donner un peu une global picture. Je pense que vous connaissez les États-Unis, mais c'est quand même bon de rappeler en fait que les États-Unis, c'est principalement en fait 2 côtes, l'est et l'ouest des États-Unis, qui, si on retire le Texas, qui est en train de souffrir avec la chute du prix du baril de pétrole, c'est 61% en fait du GDP des États-Unis et sur les deux côtes, qui représentent en fait 17 États. Juste, mais la Californie, vous le savez, parce que on le dit tout le temps dans chacune des présentations, mais rien que la Californie, c'est entre le 5e et le 6e GDP du monde. C'est 40 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de l'Espagne. Quand on parle du commerce, la particularité en fait du marché américain, et c'est quelque chose d'important pour comprendre en fait la dynamique dans laquelle on est, c'est un marché en fait qui souffre de suroffre. La densité de malls par 1000 habitants aux États-Unis est plus de 5 fois supérieure à celle qu'elle est en Europe. Alors, certains disent oui, mais il faut intégrer le high street retail en Europe qui n'existe pas aux États-Unis, mais ça reste vrai. La densité de malls aux États-Unis est très largement supérieure à l'Europe globalement, et il y a une véritable problématique de suroffre. Ce qui explique en fait la situation dans laquelle est le marché américain aujourd'hui, avant, pré-Covid-19, de malls. Je pense que vous avez entendu parler du site deadmall.com, où on a beaucoup de malls en fait dits de catégorie C et B qui sont en train de mourir. La crise, le dernier point aussi, c'est la démonstration en fait de la problématique de l'oversupply, c'est qu'en fait il y a presque 70% du portefeuille de malls américains qui produit moins de $500 par square foot. Ça fait grosso modo un peu moins de 5 000 € par mètre carré. Et en réalité, c'est même bien inférieur à ça, parce qu'en fait, on prend ce threshold de 500 aux États-Unis comme étant un moyen de savoir en fait quels sont les centres sur lesquels les taux de capitalisation, donc pour les valorisations, sont inférieurs à 6%, et tous les autres en fait sont supérieurs à 6%. Et la réalité, c'est qu'on est sûrement en fait sur une moyenne plus proche de $300 du square foot que de 500. Ah, là, c'est pas une average, mais vous voyez qu'il y a 70% du portefeuille américain qui produit très très peu en matière de sales density. Alors, le Covid-19, le premier impact du Covid-19, c'est là depuis, c'est un trend en fait qui existait déjà, et on voit en fait que Covid-19 est en train d'accélérer en fait le trend aux États-Unis, qui est en fait un trend j'ai envie de dire de cleaning en fait du marché américain, avec énormément de marques en fait qui ont filé Chapter 11, donc qui sont en faillite, pardon. Et en fait, ce phénomène s'est accéléré là sur les dernières semaines. On voit beaucoup plus de marques dont on savait qu'elles pouvaient potentiellement aller en faillite,
et qui ont là filé pour pouvoir se protéger. Ce trend en fait s'accélère et on voit aussi des nouveaux secteurs qu'on pensait être des secteurs pre-Covid, qui allaient être en fait des secteurs qui pouvaient s'en sortir pour un certain nombre d'opérateurs, comme en fait Gold's Gym, où on voit en fait qui est directement impacté par la fermeture. C'était un parc de fitness historique et qui avait quelques problèmes de dette, mais qui était en train de surfer en fait sur le trend du health and wellness aux États-Unis et du fitness. Et en fait, le secteur du fitness va très très fortement souffrir dans les mois qui viennent, comme les cinémas. Alors, donc vous avez AMC Theater, on en a un certain nombre, qui est à 2 doigts de filer Chapter 11. Neiman Marcus, qui est un department store plutôt positionné luxe, qui a un très gros level de dette, donc qui est aussi en fait sous une grosse pression. Et en fait, toutes ces marques sont plus ou moins des marques qui ont été rachetées par des fonds de private equity sur ces 10 dernières années et qui ont en fait l'objet d'énormément de leverage. Et donc, il y a une problématique de dette et de remboursement de la dette. C'est-à-dire que même J.Crew, quand on regarde la performance des magasins, elle n'est pas si mal que ça. Et le problème, en fait, c'est qu'ils sont complètement plombés par leur dette, plus le fait qu'ils doivent aujourd'hui financer l'omnichannel, qui est en fait un non-profitable business. Ça amène en fait un phénomène, évidemment, quand on dit bankruptcy, derrière, en fait, ça a un impact direct en fait sur l'occupation des centres, qui est en fait le nombre de magasins qui ferment chaque année. 2017 a été le premier vrai pic de fermeture aux États-Unis. Et là, en fait, l'année dernière, 2019, on a fermé grosso modo 10 000 magasins aux États-Unis. Et là, en fait, les projections, c'est qu'on va atteindre 15 000 boutiques qui vont fermer dans les centres. Alors, c'est dans les centres ou dans des stand-alone. Mais ça veut dire, en fait, qu'on va avoir un très gros niveau de vacances dans les malls aux États-Unis, ce qui, évidemment, pose une problématique sur l'attractivité de ces centres et la capacité derrière à rebondir. Donc, ça va accélérer, pour nous, ce qu'on voit, c'est que ça va accélérer la mort de ces malls. Donc, le Covid-19 va avoir un effet d'accélération, en fait, du nettoyage, en fait, du marché américain avec des actifs qui vont être purement et simplement morts et sur lesquels il faudra trouver, en fait, un turnaround, donc le moyen, en fait, de les transformer en autre chose. Ça va aller du warehouse jusqu'au résidentiel en fonction des localisations où sont ces sites. Et ça, c'est vraiment le gros phénomène. Et ça, c'est un vrai problème pour toute l'industrie parce que personne n'est immune. Parce que quand on fait banqueroute, on ferme partout, même dans les bons centres. Alors, quand on regarde les premiers impacts et tout ça, ça paraît assez évident, mais c'est bien de le rappeler. D'abord, les retailers sont en train de perdre, puisqu'on a fait le shutdown partout aux États-Unis. Ils n'ont pas de sales, quasiment pas de sales sur la période de shutdown. Ça amène en fait un phénomène qui est le fait qu'on va avoir, quand ils vont réouvrir, des inventaires qui vont être très élevés sur des collections en fait qui seront passées. Donc, Spring and Summer Collections. Donc, ça veut dire qu'en fait là, ils sont en train de préparer. Le marché américain était déjà un marché de discount. On va être encore plus dans le discount pour pouvoir sortir les stocks. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils vont réouvrir des magasins. Il y a beaucoup de magasins en fait aux États-Unis qui sont dans ce qu'on appelle des month-to-month contracts. Donc en fait, il n'y a qu'un mois de durée. Ils vont réouvrir ces magasins, faire d'énormes discounts, réduire le stock et après ils vont fermer ces magasins. On s'attend en fait à 2 vagues, une vague de non-réouverture quand on va ouvrir les centres. Il y a plein de magasins qui ne vont pas ouvrir. Et on va ensuite avoir une deuxième vague de fermeture de magasins qui sont en month-to-month contract. L'autre phénomène qu'on voit aussi quand on discute avec les retailers, c'est qu'ils ont des prévisions de ramp-up en fait, qui sont très faibles, liées beaucoup notamment en fashion, à leur expérience en Chine, et où en fait ils ne rachètent pas de stock pour la collection de Fall and Winter. Donc en fait, on va avoir énormément de baisse de valeur, baisse de volume après, donc valeur sur le high inventory de la collection printemps-été, et on va avoir une baisse en fait de volume énorme sur les ventes en fait de Fall and Winter. Donc en fait, globalement, il va y avoir une grosse réduction en fait du volume de sales aux États-Unis sur 2020. Ce qui, pour une industrie comme la nôtre, évidemment, pose un vrai problème parce qu'en fait, ça veut dire que les niveaux de loyer par rapport au chiffre d'affaires vont apparaître comme étant trop élevés avec des niveaux d'occupation, de coûts d'occupation, notamment dans le domaine de la fashion, qui vont être dans les 30, 40,
à 45%, et donc pourrait imposer ou amener à des discussions assez difficiles avec les retailers. L'autre phénomène dont tout le monde parle, c'est évidemment qu'il y a un shift sur le online business et le e-commerce, avec quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis qu'on appelle le curbside delivery, qui est en fait, les gens achètent online et en fait on délivre les produits sur le trottoir à la sortie des centres directement depuis les magasins. Et ça, en fait, ça nous a permis, ça nous permet de nous rendre compte ce qu'on pressentait déjà, c'est que les stores, maintenant, les magasins, deviennent véritablement une plateforme de distribution online. Et le retour qu'on a d'ailleurs, en fait, intéressant de nos premières réouvertures en Allemagne, c'est qu'on a un certain nombre de marques pour lesquelles, en fait, on a eu des queues, donc de fashion. On a eu des queues qui sont mises en place sur les premiers jours d'ouverture. Et c'est pas que les gens venaient acheter, c'est que les gens venaient ramener les produits qu'ils avaient achetés. Donc, le return of products, c'est aussi un phénomène qu'on va voir. En fait, c'est que les premiers jours, les premières semaines de réouverture, on va voir en fait tous les clients qui ont acheté online pendant la période de shutdown revenir en magasin en fait pour ramener les produits dont ils ne veulent pas. Ce qui évidemment pose un problème dans la détermination de quel est le volume de vente fait en magasin. Derrière l'autre sujet, mais vous le connaissez, c'est évidemment le fait qu'on met en place le social distancing et que donc, toutes les activités sur lesquelles en fait, on est confronté à la présence d'un public que l'on n'a pas choisi vont être sous un énorme niveau de pression, d'abord pour pouvoir réouvrir, donc les restaurants, les cinémas, mais aussi les fitness. On a beaucoup de discussions avec les fitness aujourd'hui où ils ne savent pas comment ils vont pouvoir réouvrir et ils se posent une vraie question en fait, sur la pérennité de leur modèle économique. C'est même encore plus grave pour une catégorie de fitness qui s'était beaucoup développée aux États-Unis, qui était en fait tout ce qu'ils appelaient micro-fitness, donc les Gloveworks, les petites salles de boxe, les Rumble, où on faisait beaucoup de... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, sorry. Je vais le dire en anglais. Ouais, non, mais même en anglais, le mot est en train de m'échapper, mais c'est vraiment, on soulève des pneus. Et donc, en fait, c'était plutôt fait dans des petites activités ou dans des petites surfaces. Et là, en fait, aujourd'hui, les gens vont pas revenir. Et ce qu'on voit d'ailleurs, en fait, c'est qu'on a lancé, nous, aux États-Unis, dans les premières boutiques d'une marque qui s'appelle Peloton. Donc, les vélos connectés, leurs ventes ont explosé. On voit le développement de tout ce qui est, en fait, activité de fitness via YouTube, via le online, qui est véritablement en train de se développer. Et donc, il y a une grosse question sur le fitness, le micro-fitness, comment en fait ils vont pouvoir se réinventer pour pouvoir en fait accueillir de la foule. Nous, c'était un gros secteur d'activité sur lequel on était en train de se développer, qui va avec le food and beverage et notamment en fait tout ce qui était autour de la santé. Donc là, ça pose une vraie question sur demain, comment ça va marcher. Tout ce qui est entertainment, donc le cinéma, évidemment, comment on va pouvoir réouvrir les salles de cinéma. On pense que ça va avoir un effet positif sur des activités qu'on est en train de développer, comme tout ce qui est virtual reality. Donc là, la possibilité de venir, parce que là, en fait, on peut booker son slot, on peut venir avec des gens qu'on a choisis, on est dans une salle qui est privative, et qui peut être en fait nettoyé juste après. Donc en fait, on peut être dans un environnement qui paraît beaucoup plus safe. Et tout ce qui est en fait événementiel, on crée beaucoup d'événementiels dans nos centres. Aujourd'hui, on va arrêter et on se pose la question de comment on va pouvoir recommencer. Donc ça, c'est une vraie question sur le mall de demain, qui était censé être un mall de destination, d'expérience et aussi de socialisation. Aux États-Unis, je pense que vous l'avez vu, on est à plus de 26 millions en fait de gens qui ont été mis au chômage. Ça pose un vrai problème parce qu'aux États-Unis, la couverture sociale est évidemment pas la même que celle qu'on peut avoir en France ou en Europe. Elle va être sur une période plus courte et quand on regarde en fait les premiers points que j'évoquais, et notamment en fait le fait qu'on va avoir beaucoup de store closures, on va garder en fait un niveau d'unemployment assez élevé sur l'année 2020 et potentiellement 2021, qui conduit évidemment à une restriction des budgets de consommation. L'industrie du retail aux États-Unis, elle est très portée sur, il y a une partie luxe, mais elle est aussi très portée sur tout ce qui est discount et mainstream. Et donc le mainstream va souffrir énormément dans les mois qui viennent. Alors,
Après, je vous ai extrait une étude qui a été faite, une survey qui a été faite par McKinsey en fait, il y a quelques semaines aux États-Unis en fait sur comment les gens en fait, comment vont évoluer en fait le temps qu'on va passer à acheter et comment on va acheter dans le futur. Et on voit que shop online, on va faire plus de shop online demain que ce qu'on en faisait pre-COVID-19. Shop in physical grocery store, on va y aller un petit peu plus. Non-grocery également. Non, c'est pas ma... Si, c'est ça, oui, sorry. Shop online for grocery, en fait, on faisait déjà beaucoup et ça va être plutôt stable. Ce qui est intéressant, en fait, aujourd'hui, c'est de regarder, en fait, la dernière ligne, International Travel, ce qui est un sujet pour nous parce qu'on a 2 terminaux internationaux, un à Tom Bradley, donc à Los Angeles, et l'autre à Chicago, où on voit en fait que les gens s'apprêtent à beaucoup moins voyager à l'international dans les mois qui viennent. C'est évidemment lié aussi au travel ban qui existe. Aux États-Unis, il y a un travel ban pour tout ce qui est les vols internationaux vers l'Europe et l'Asie. Mais go to the mall, on est quand même globalement plutôt sur un niveau de fréquentation qui va baisser. Quand on le regarde, après, si on veut être positif, on voit que finalement, en fait, c'est quand même 72% des gens ou 71% des gens qui vous disent qu'ils vont quand même aller dans des malls. Certains pas plus qu'avant et d'autres un peu plus qu'avant. Donc, ta question, en fait, c'est plutôt les 29% qui vont y aller moins. S'ils venaient qu'une fois par trimestre et que maintenant ils vont y aller une fois par semestre, c'est peut-être moins important que si c'est des gens, en fait, qui venaient une fois par semaine. Évidemment. Donc, et ensuite, go to movies, concert and other events. On voit aussi cet effet un petit peu de social distancing qu'a créé en fait COVID-19 et où sur ces événements, on a quand même beaucoup moins on va avoir moins de fréquentation dans les mois qui viennent et potentiellement en 2021. Donc en fait, quand on regarde ça, nous les scénarios qu'on est en train de regarder, c'est quand même plutôt en fait un scénario en fait de reprise avec c'est pas un V-shape, ça va être un petit peu plus flat. Et certains en fait pensent même qu'en fait on va être plutôt sur des systèmes en W avec des pics, mais qui ne seront pas aussi élevés que ce qu'ils étaient avant la crise. Et on aura beaucoup de ups and downs sur les 24 prochains mois. Voilà rapidement brossé la situation aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est en fait du monde du retail et de l'industrie du retail. Moi, je suis évidemment ouvert à vos questions. Ouais, alors merci beaucoup parce que effectivement on connaît les États-Unis, mais en tout cas moi il y a des tas de choses que ça a clarifié quand on en a parlé l'autre jour, encore plus aujourd'hui. Alors je vais poser quelques questions à Jean-Marie. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas pendant que je pose des questions à Jean-Marie à les envoyer en appuyant sur le petit bouton converser de façon à ce qu'on puisse également se faire le porte-parole de vos questions. La première question, Jean-Marie, c'est qu'on parle des Américains. Alors, tu l'as dit au début de ta présentation, les États-Unis, c'est un certain nombre d'États qui ne sont pas tous homogènes. Au-delà du poids dans l'économie de chacun des États, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Au moins, en macro, il n'y a pas un Américain. Il y a plusieurs types de comportements américains et tu disais on peut distinguer les côtes et le milieu. Mais c'est-à-dire dans la rapidité, dans la capacité de résilience peut-être. Alors, globalement, en fait, quand on regarde les côtes sont démocrates et le cœur du pays est républicain, pour faire simple. Et donc là, en fait, il y a une vingtaine d'États qui ont déjà décidé en fait de réouvrir, en fait, donc de stopper le lockdown. Et c'est tous des États républicains. Donc ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il y a un effet politique dans la réouverture aux États-Unis. Et comme il n'y avait pas d'alignement, c'est pour ça que Trump a laissé en fait la décision en fait au gouverneur, n'a pas imposé en fait la réouverture partout. Et donc en fait, on voit qu'il y a une position politique qui a été prise assez forte par les États républicains. Et en fait, les États démocrates et notamment la Californie, qui eux sont beaucoup plus en retrait et beaucoup plus en fait sur la protection des populations que sur la protection de l'économie. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en même temps, nous ici en Californie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a beaucoup de... c'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, par exemple ici, de licencier ou de réduire ses effectifs. Il y a quand même en fait un système d'information, consultation avec l'État de Californie
la première chose qu'ils ont quand même faite le jour où ils ont annoncé qu'on faisait le shutdown, c'est qu'ils ont dit bon, tout ça, en fait, vous oubliez, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, ça, c'était assez intéressant. Et ensuite, il y a quand même, on parle du melting pot aux États-Unis, et ça, c'est quand même très vrai. Et donc, en fait, en fonction des localisations géographiques dans lesquelles on va se retrouver, on est confronté en fait à des populations qui sont d'un point de vue d'origine très diverses, et donc en fait des comportements très divers. En Californie, on a une grosse population asiatique, et notamment en fait dans le nord de la vallée. Et là, en fait, on a souffert, par exemple, nous, de Covid-19 bien avant en fait le shutdown et au moment en fait du Nouvel An chinois, parce qu'en fait en Chine, c'était déjà en fait sous shutdown. Et en fait, les Chinois ne sont pas venus. On a une grosse partie de notre population chinoise et asiatique qui n'est pas venue en fait dans les malls. Donc, on a vu nous le drop et du trafic aux États-Unis dans tous les malls qui sont fortement impactés asiatiques. On en a aussi un à Seattle, et où là en fait c'est la population philippine et qui vient en fait du Canada. Donc là en fait on a eu donc en fait d'un centre à un autre, on avait des niveaux de fréquentation qui étaient complètement hétérogènes, parce qu'en fait la population n'est pas la même. Elle n'est même pas. Elle n'est pas homogène, exactement. Et là, il faut savoir qu'ici, ce qu'on ne fait pas du tout en Europe, et qui, moi, m'a vraiment surpris quand je suis arrivé, c'est que même d'un point de vue marketing, on suit en fait l'origine des gens, l'ethnicité, hein, puisqu'en fait, on a des classifications. Donc, vous avez le White American, the African American, the Asian, the Hispanic, the black people when they are non-African. Donc, on suit ça vraiment de très très près, et on peut voir évidemment les catégories en fait de population qui ont été plus ou moins touchées par le Covid, également en fait dans l'appréciation de sortir ou ne pas sortir, et notamment aussi sur les populations d'origine noire américaine qui en fait ont été plus fortement impactées. Et nous, on le voit on l'a vu dans le trafic, dans la chute du trafic au mois de mars avant le shutdown. D'accord. Alors, le tableau que tu nous as fait tout à l'heure, bon, il est sympa, mais il est quand même pas non plus ultra enthousiasmant, c'est clair. Néanmoins, de la même façon que les Américains sont pas un peuple totalement homogène, les retailers non plus. Et est-ce que dans ce qui peut être un marasme pour certains, est-ce que tu penses qu'il y en a qui peuvent s'en sortir mieux que d'autres? Et à ton avis, ceux qui vont s'en sortir mieux que d'autres, tu es obligé de donner des noms, et c'est simplement pourquoi est-ce que tu penses que eux peuvent s'en sortir mieux que d'autres? Alors, en fait, ça va en fait avec ceux qui vont s'en sortir sont ceux qui ont déjà fait l'investissement pour être omnichannel. D'accord. Et notamment parce qu'en fait, la bataille pour eux aujourd'hui, elle est sur le digital et sur la capacité à toujours exister, à rester en contact avec avec leurs clients. Ceux qui ont été fermés pendant 2 mois et n'avaient pas en fait de capacité de faire de la vente online, une bonne présence online, une bonne présence digitale, sont en train de perdre des parts de marché colossales, parce qu'en fait, ils sont en train de se faire piller par ceux qui ont pu être online. Et c'est globalement, en fait, quand même, c'est aussi un phénomène d'accélération d'un trend qui existe maintenant depuis longtemps, et qui est en fait le phénomène principal de disruption du commerce, qui est le fait que le physique était pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, à l'origine de la création des malls, le seul point de contact entre une marque et le client. Et là maintenant, en fait, ce que Internet et le online business a permis d'avoir, en fait, c'est que ça devient en fait le premier point de contact avec le client, et le magasin devient le point en fait de fidélisation du client et à un certain moment en fait de recrutement en fait du client pour ses ventes en ligne. Mais si on n'est pas présent en ligne aujourd'hui, on va avoir du mal à s'en sortir demain, parce qu'on est en train de perdre énormément de parts de marché et le contact avec le client. Il y a des marques qui ont perdu totalement le contact avec le client. Donc pour moi, en fait, quand on regarde les marques qui aujourd'hui qu'on va devoir aider pour passer cette crise, que personne n'est immune, évidemment, on va mettre l'effort sur ceux qui ont une forte présence digitale, parce qu'ils ont gardé en fait le contact avec le client, ils vont être capables de nous ramener le client. Donc on regarde beaucoup ça. Et puis ensuite, on regarde aussi les nouvelles marques qui sont créées, donc direct to consumer, qui ont commencé leur développement offline. Des marques comme Casper, je parlais de Peloton, Untucked, Bonobos. Ces marques en fait restent trendy, elles avaient une bonne présence online, donc elles ont gardé leur contact avec le client, et celles-là en fait il faut qu'on les aide à passer la crise
mais elles vont pouvoir reprendre leur développement. Donc en fait, ça, c'est notre réservoir de développement pour remplacer en fait les usual suspects qui, eux, sont en train de définitivement mourir, et notamment parce qu'ils avaient un réseau physique très étendu, mais très hétéroclite, avec des concepts totalement différents, et un business online qui était sous-développé, dans lequel ils avaient du mal à investir, parce que de toute façon, il fallait qu'ils remboursent de la dette, et ils avaient encore plus de mal à investir, parce que le online business, toujours aujourd'hui, n'est pas rentable. Donc, ceux qui n'avaient pas les moyens d'investir dans le online hier auront encore moins les moyens d'investir dans le online demain. Ceux qui ont déjà fait l'investissement sont ceux qui vont s'en sortir. Ouais. Quand tu parlais, aujourd'hui, nous, et ça je rebondis sur une des questions de la salle virtuelle, nous, l'essentiel de nos clients sont des maisons de luxe. Alors, maison de luxe, ça peut être très vaste, hein, c'est pas forcément de la haute horlogerie, ça peut être également parfum et cosmétiques avec un panier moyen qui est certes significatif, mais ça correspond à un certain comportement d'achat. Westfield, aujourd'hui, fait partie des malls qui sont considérés comme, alors je ne sais pas si luxe c'est le mot que vous utilisez, mais enfin en tout cas premium, qualitatif. Est-ce qu'il y a une projection ou un comportement un peu différent de ces malls versus les autres, ou est-ce que finalement c'est un trend qui est valable, qu'on soit luxe ou qu'on ne soit pas luxe? Alors, je ne suis pas sûr. Le trend, tu veux dire quel trend? Un trend qui est de réduction de la surface retail, qui est du fait que le business va se casser la figure, en particulier pour ceux qui moi, je pense en fait que Covid-19 va nous amener à une situation où on va pas avoir une réduction du retail en surface à l'intérieur des malls. C'est en fait que je pense qu'on va devoir, on va devoir en fait prendre plus d'espace. D'accord. Parce qu'on va devoir, en fait, tous les opérateurs vont devoir changer leur mode opératoire. Non pas, en fait, qu'on ne va pas avoir un retour à la normale. Je pense qu'on aura un jour un retour à la normale, mais maintenant, tout le monde va intégrer le fait que le risque de pandémie existe. Ouais, ok, d'accord. Il était très théorique et donc, en fait, on va se préparer pour le social distancing de demain. Donc, je ne m'attends pas, en fait, à ce qu'on ait moins de surface pour les retailers demain à l'intérieur d'un centre donné. Mais en revanche, il y aura moins de centres demain que ce qu'il y en avait aujourd'hui. Après, je pense qu'une fois encore, le mall de destination, celui en fait qui sert en fait à ancrer une marque, à marquer, à travailler l'image de marque et aussi à avoir une empreinte digitale, va rester le modèle dominant, qui était en train de dominer, qui était en train d'émerger avant Covid-19. Ce qu'on va voir vraiment, c'est aujourd'hui tous les malls en fait périphériques qui n'avaient plus de purpose exact. D'accord. Eux, ils vont disparaître et en fait, on va avoir une concentration des réseaux de distribution des retailers sur des centres à plus fort impact global, avec une offre beaucoup plus large. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la force d'un Century City, la force d'un Garden State Plaza dans le New Jersey, que d'avoir en fait une offre qui va de affordable ou mass market to luxury. Et que quelque part, heureusement, et je suis en train de discuter avec les autorités californiennes ici, heureusement qu'on a des malls larges. On est déjà adapté au social distancing. Et ce que je suis en train d'expliquer à Gavin Newsom ici, c'est que, en fait, pour eux, mall égale crowd sur la foule. Mais sauf qu'en fait, il y a des pics. On n'est jamais, en fait, à des niveaux de trafic tellement élevés qu'on ne peut pas accommoder le social distancing. Donc, en fait, ces malls-là seront encore plus puissants demain, et notamment aussi parce qu'on aura un meilleur contrôle du footfall, un meilleur contrôle en fait aussi de la façon dont on nettoie et donc de la façon dont on peut proposer un espace qui est clean et safe pour les clients, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va aller dans la rue. Alors, contrairement à d'habitude, figure-toi qu'on a une foule de questions, donc je vais être obligée de trier. Ça, c'est la rançon du succès. Quid de l'évolution des grands magasins qui sont en général des retailers de produits de luxe comme Neiman, Saks, etc. après la faillite de Barneys à la fin de l'année dernière? Neiman Marcus, le problème de Neiman Marcus, c'est sa dette. C'est pas ses opérations. Neiman Marcus a des magasins qui marchent plutôt pas mal. Le problème, d'abord, ils en ont que 43. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise récemment par Neiman Marcus qui est plutôt bonne, en fait, qui est de dire ils avaient une sorte de stretch parce qu'ils étaient en fait, ils faisaient le Neiman Marcus Outlet et le Neiman Marcus Luxe, et en fait, ils ont abandonné toute cette partie-là et ils se reconcentrent sur le luxe. Je pense qu'ils ont raison parce que
je pense que le phénomène un peu de polarisation du retail entre le luxe et le discount va se marquer de façon de plus en plus forte et qu'à un moment, il faut qu'on soit clair dans le positionnement. Nordstrom, hier, a annoncé qu'ils avaient fermé 16 magasins. D'une manière générale, les department stores ont trop de magasins, mais c'est lié en fait à trop de malls. Ils ont ouvert partout. Donc, ils vont fermer tous les B and C malls, enfin tous les C malls, ça c'est sûr. Et donc, des trucs où il y a, enfin, moi j'en ai un ou deux comme ça en Floride où j'ai un Macy's, j'ai un Lord & Taylor, j'ai un JCPenney. Et quand je regarde le trafic, en excluant le trafic du department store, j'ai des centres à 3 ou 4 millions de trafic. On ne fait pas vivre un centre de 150 000 mètres carrés avec 3 millions de trafic. Donc, c'est des centres qui n'ont plus de raison d'être. Et c'est là, en fait, où les department stores vont fermer. Ce qu'ils doivent faire absolument, et que je pense qu'ils n'ont pas fait assez vite. Et pourquoi ils n'ont pas fait assez vite? Parce que ils sont, en même temps qu'ils sont opérateurs, ils sont aussi propriétaires de cet immobilier. Ils avaient un problème de valorisation de cet immobilier qui leur permet aussi d'avoir un actif au bilan en face de la dette qu'ils ont. Mais en fait, il faut qu'ils restructurent ça très très vite maintenant. Et je pense que Covid va aussi les obliger à aller plus vite dans quelque chose qu'ils doivent faire. Macy's a trop de department stores. Non seulement ils en ont dans des malls, mais ils en ont aussi partout en standalone. Donc, et comme ils ont un portefeuille qui est colossal, ils ont aussi en fait un headquarter qui est aussi colossal parce qu'ils doivent gérer tout ce volume. Donc à un moment, il faut qu'ils se recentrent. Il faut vraiment qu'ils se refocusent. Et donc, je pense que Covid-19, c'est un trend qui existait avant la crise. Et Covid-19 va juste obliger maintenant le marché à faire ce true-up. Ça va avoir aussi des impacts sur les valorisations des actifs, définitivement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des situations. Il va falloir refinancer des actifs. Ça ne va pas être évident. Donc, le marché américain, mais j'imagine que c'est un peu la même chose en Europe. Mais ici, le gros sujet, en fait, c'est tous les gens qui ne payent pas leur intérêt aujourd'hui des loans et la grosse pression qu'il y a aujourd'hui sur l'industrie bancaire. En matière en fait d'endettement et de remboursement des prêts et des loans qu'ils ont accordés. C'est 100 milliards, c'est ça, c'est 100 milliards en fait de loans pour lesquels il n'y a pas eu de paiement de la dette service. C'est 100 milliards de non-paiement des dettes service en mai. Donc costaud. Bon, malheureusement, le temps file parce que je pense qu'on pourrait rester à peu près 1 heure de plus, mais toi, tu dois avoir 2-3 trucs à faire là-bas. Encore 5 minutes si tu veux, mais… Ouais, alors je profite de ces 5 minutes pour faire une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du fait que New York réouvre plus rapidement que prévu? On a beaucoup de questions et d'incertitudes là-dessus. La question, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont réouvrir plus tôt que prévu ou plutôt que les autres? Ouais, plutôt que les autres, ouais. Plutôt que les autres. Enfin, il y a une grosse pression à New York, mais je pense que là aujourd'hui dans les discussions qu'on a, la façon dont on va pouvoir réouvrir n'est pas claire. Et c'est Cuomo, il est comme Newsom, ils ont la pression, il faut que ça reprenne. Mais le vrai sujet en fait, c'est qu'on ne sait pas comment on va réouvrir, on ne sait pas comment, on n'a pas de guidance claire. Donc chacun est un peu laissé à comme quoi il n'y a pas de flou, tu sais. Non, clairement non. Ici aux États-Unis, c'est assez compliqué, notamment parce qu'en fait, ça vient de l'État, donc la CDC, qui passe ça en fait aux États, aux gouverneurs, et les gouverneurs après, c'est les local county qui prennent des décisions et ils peuvent en fait ne pas suivre la recommandation en fait du gouverneur. Donc par exemple ici hier, Gavin Newsom, gouverneur de Californie, annonce qu'on va pouvoir faire du curbside, on va pouvoir étendre en fait le curbside delivery. Et 10 minutes après, Mayor Garcetti, le maire de Los Angeles, qui dit non les gars, on va pas faire ça, on va attendre 3 semaines avant de voir si on le fait ou pas. D'accord. Et en même temps, la semaine dernière, Orange County réouvre ses plages. Bon. Ouais, mais ça, tu sais quoi, ça me remonte le moral. Non, je plaisante. Ça veut dire que ça n'est pas une signature française. Non, après, il y a un vrai sujet ici, c'est qu'il y a quand même les gens sont. Le taux d'endettement en fait aux États-Unis est très élevé des gens. Donc en fait, les gens mettent la pression pour revenir au boulot. D'accord. Et notamment ceux qui ont été mis au chômage, ils ont besoin de reprendre le boulot. Il faut que l'économie reprenne.
D'accord. Donc il y a une grosse pression qui est en train de monter et c'est pour ça que je pense que les gouverneurs comme Cuomo sentent en fait cette pression-là. Après, il faut aussi faire revenir les gens dans les bureaux. Donc, mais quand on regarde les stats et quand on regardait les premières projections, nous on imaginait New York et le New Jersey réouvrir plutôt entre mi-juin et début juillet. Et ici, je pensais qu'on pourrait ouvrir en fait mi-mai et on n'est pas sûr de pouvoir ouvrir en mi-mai. Là, ici, en 40 millions d'habitants en Californie, le taux de mortalité, le nombre de morts liés à Covid, c'est 2300. On est aussi grand que l'Espagne en population et on doit avoir 10 fois moins et pourtant, on est toujours en shutdown. J'ai une dernière petite question, après je te laisse. On a compris tout à l'heure que la capacité d'un retailer ou d'une marque à avoir pris le virage voire être né digital, ça allait changer un peu l'atterrissage. Les marques de luxe, elles sont quand même pas toutes connues pour avoir pris le virage avec de l'avance. Oui, bon, hein, pour des tas de raisons qu'on va évoquer juste après. Est-ce que toi, il y a une marque, pas forcément de luxe d'ailleurs, assez probablement, que tu trouves un peu inspirante dans la façon dont elle a développé son digital, soit digital native ou soit la façon dont elle a géré cette crise en ce moment? Juste un exemple sur lequel nous, après, derrière, on peut aller… Même une petite marque. Non, moi, il y a des marques que j'aime bien qui sont pas vraiment luxe, mais qui sont positionnées quand même plutôt haut de gamme, comme James Perse, donc qui fait du fashion et en fait qui sont plutôt qui ont commencé en D2C et qui ont réussi à, je pense, quand on en parle, ont réussi à garder le contact et plutôt on fait un bon boulot. Mais c'est des marques en fait qui ont déjà un fort ADN en fait dans leurs produits et dans le contact qu'ils avaient avec le client. Ils avaient une clientèle qui était déjà très ciblée, quoi. Donc c'est des gens qui sont très, je ne vais pas dire segmentés, mais qui sont vraiment sur des niches très claires en fait de clientèle. Et ça, ils ont réussi il y avait une forme déjà de fidélité du client et qu'ils ont réussi à maintenir. Donc des gens comme James Perse, définitivement. Peloton, c'est autre chose, mais Peloton, ils ont fait un boulot exceptionnel. Et je pense que là, aujourd'hui, alors c'est marrant d'ailleurs, parce que leur stock price a baissé avec tout le monde, mais là maintenant, il a eu un creux en mars, mais depuis, en fait, il remonte. Et il est plutôt bien orienté. Et c'est des gens qui ont, je pense, décuplé. On verra bien les résultats qu'ils annonceront cette semaine. Mais leur connexion, le nombre de connexions, le nombre de sessions online qu'ils ont créées sur l'utilisation de leur vélo, là, à mon avis, est juste incroyable. Donc ça, c'est une marque qui a su véritablement développer. Et pourtant, quand on y pense au départ, c'est quand même pas évident de se dire je vais m'acheter un vélo connecté pour pouvoir faire du vélo online avec d'autres. Non, bien sûr. Et en fait, ils ont un produit qui est totalement adapté à ce qui est en train de se passer, quoi. Et ici, aux États-Unis, j'ai des équipes là qui tous les matins, alors qu'elles sont en social distancing, se retrouvent online en fait sur Peloton et sont montées un groupe et se font leur séance d'une heure de vélo. Et donc ça, c'est on voyait pas trop comment ça allait fonctionner et ça, je pense que ça a démultiplié. J'attends de voir parce que je suis pas sûr qu'ils aient fait un bon boulot parce qu'ils n'étaient pas très connus, mais c'est une marque qui s'appelle Mirror. Et en fait, là aussi, c'est marrant parce que c'est un miroir qu'on met n'importe où et en fait, qui est connecté. Et là, on peut avoir accès soit à des cours en direct, soit en fait à toute une session de training. Et puis, on fait son training. Alors eux, j'aimerais voir comment ils ont réussi parce qu'ils ouvraient leur première boutique avec nous là, à Century City. Donc eux, c'est peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de monter leur brand awareness, mais ça va être intéressant de voir. En fait, ils ont réussi en digital. Après, ça dépend du potentiel de budget marketing qu'ils avaient, parce que la communication digitale coûte très cher. Mais c'est normalement des marques qui devraient s'en être pas mal sorties. Hyper inspirant, parce que on va aller suivre ces marques. Merci mille fois. C'était hyper intéressant. Si j'en juge le fait que les gens ne sont pas partis et que j'ai eu plein de questions. Donc, merci beaucoup. On n'en doutait pas. On n'en doutait pas. En fait, une des raisons pour laquelle, donc, effectivement, on a beaucoup parlé du digital. On a bien compris que luxe ou pas luxe, c'était un levier considérable. Nous, aujourd'hui, et là, on va passer la parole quelques minutes à Christophe.
le professionnel schéma de celui qui travaille sur les organisations qui permettent de développer qui accompagnent les maisons de lutte pour être beaucoup plus focus digital. Il va nous expliquer comment ça se passe et pourquoi également, quelles sont les questions que ça pose. Parce que si c'était si simple, ça fait très longtemps que ce serait fait. Enfin, j'imagine. Christophe. Bien, bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Jean-Marie, c'est vrai que le contexte aujourd'hui qu'on vit va forcément amplifier l'importance du digital dans les marques et ça devient de plus en plus une fonction incontournable. Et d'ailleurs, chez nous, chez MAD, on le ressent fortement parce que voilà, jamais on a été autant sollicité aujourd'hui pour accompagner nos clients sur des sujets de transformation digitale et d'amélioration de ces fonctions. Alors déjà, ce qu'on constate avec le digital, c'est que trop souvent encore, cette fonction-là, elle souffre du syndrome de la boîte noire, quoi. C'est en gros la fonction technique, complexe, trop floue, trop chère, et donc assez incomprise. Et en matière d'organisation, généralement, le début des problèmes, en fait, qu'on voit, réside souvent dans le fait que l'intitulé de la fonction ne reflète pas la réalité, en fait, des missions et de sa valeur ajoutée. Alors, le digital, c'est un monde, mais c'est surtout, selon nous, deux grandes valeurs ajoutées qu'aujourd'hui, il faut vraiment, je dirais, repositionner avec détail dans l'organisation. Alors, la première des valeurs ajoutées, et on l'a un peu évoqué récemment dans les échanges, mais c'est, je pense, celle qui est vraiment liée à la création. Alors là, on parle en fait de missions qui sont liées à la conception éditoriale et à la création digitale. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des histoires en fait, ça développe des expériences et ça produit du contenu. Alors du contenu, c'est des films, c'est des images. Et ça, en fait, sur l'ensemble de l'écosystème, sur l'ensemble des touchpoints digitaux. Et quand on parle de touchpoints digitaux, il y a forcément les réseaux sociaux, globaux, régionaux, mais aussi les applications clients. Il y a les applications vendeurs, il y a les applications des distributeurs, et puis d'autres applications comme le training. Donc c'est tout ça en fait dont on parle. Et on voit dans la mode récemment que d'ailleurs la suspension des défilés pose la question de l'orchestration des formats de communication, et que là aussi, je dirais la prise de parole digitale prend tout son poids. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait en termes d'activité concrètement et de savoir-faire dans cette valeur ajoutée? En fait, là, il s'agit en fait d'amplifier, de savoir amplifier les produits avec tout ce qu'ils comportent, leur singularité, toutes les émotions qu'une marque peut incarner et porter. Et là où ça devient un peu tricky dans le sujet digital, c'est qu'en fait, on parle d'amplifier tout ça, mais en fait, dans tout petits formats, des petits formats de quelques secondes d'apparition, de tout petits écrans. Et ça, dans un contexte en fait, où le besoin de prise de parole, il est incessant. Il est incessant, mais il doit toujours être juste. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des métiers assez particuliers en soi. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail en fait de toutes les fonctions qu'on peut y retrouver. Alors il y a la conception-rédaction, il y a la copie, il y a la création graphique, il y a le design, il y a l'UI, il y a la prod, bref. Bon, c'est une myriade de métiers. Et on voit en fait, suivant les marques, je sais pas, il y a 5 ans, en fait, ils étaient deux, tout simplement, voilà, et des agences. Et aujourd'hui, pour de grandes maisons, c'est 20, 30 personnes internes qui sont dédiées en fait à ce travail de création digitale. Alors, du coup, les questions qu'on a aujourd'hui en termes d'organisation par rapport à ces équipes, en fait, c'est déjà la question du rattachement. À qui on rattache finalement ces équipes-là qui doivent servir vraiment à la création, plus encore qu'hier. Est-ce qu'on les rattache à la direction artistique? Est-ce qu'on les rattache à la com? Est-ce qu'on les rattache au marketing? Ça pose aussi la question de comment faire que ces profils-là, tous ces talents, qui d'ailleurs ont la maturité du digital, donc c'est souvent aussi des talents assez jeunes, comment faire pour qu'ils puissent vraiment servir la création, servir le produit, pour qu'ils soient toujours au plus juste. Et puis un autre défi en termes d'organisation sur ces fonctions-là, c'est que en fait on parle de fonctions qui doivent en fait se nourrir de l'extérieur parce qu'on est dans un foisonnement de propositions, d'histoires créatives. Et donc là, c'est essentiel en fait de pas rester chez soi à la maison. On est obligé de se nourrir de propositions créatives de l'extérieur. Mais là, il faut trouver l'équilibre parce que pour être juste, pour porter la création, il faut aussi s'assurer que ces talents créatifs qui sont pilotés puissent vraiment, je dirais, bien interpréter la marque et pour mieux la servir. Voilà. Donc ça, c'est toutes des questions d'équilibre qui se posent et on voit en fait en termes d'organisation que ça crée en fait, ça fait apparaître des nouvelles fonctions qui sont internalisées, ce sont des missions en fait un peu de scouting et d'animation de réseaux créatifs qui sont en dehors de la marque. Et ce réseau créatif, on les détecte, c'est une pépinière,
on les fait bosser, on les fait monter en compétences. Et ça, dans certaines grandes maisons, il y a déjà clairement ces fonctions qui ont été installées. Donc ça, c'est la première des grandes valeurs ajoutées que l'on voit au digital, qui est très spécifique. La deuxième, qui existe, elle, en fait, si on voulait avoir une image, c'est celle d'un bras, une forme de prolongement du business. C'est le digital comme enabler, en fait, du business. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout une mission qui est les missions qui se créent, là, qui se renforcent. Ce sont des missions d'orchestration de la stratégie et de développement de tous ces services et applications digitales. Alors, l'enjeu dans ce domaine, en fait, il est tout autre. Hein. L'enjeu, là, c'est clairement, c'est la vitesse. Parce que il faut aller plus vite que le voisin. C'est l'efficience parce que, en fait, ça coûte un bras, ces histoires. Et donc, il faut capable de développer plus rapidement avec des technologies qui sont, voilà, plus efficaces, moins chères. Et puis, c'est une fonction qui a un rôle essentiel, qui est celui de challenger en permanence le statu quo. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, je dirais, les transformations digitales du retail, du marketing, des opérations, ça, c'est le job des fonctions marketing, retail et opérations. Il y a qu'elles qui connaissent leurs besoins. Mais en fait, tout ça, ça doit être, je dirais, orchestré au niveau de l'entreprise pour que justement, voilà, on puisse décider, prioriser et arbitrer au mieux l'ensemble de ces investissements. Alors, en termes d'organisation dans ce domaine-là, aujourd'hui, pour certaines marques, on peut parler de 30 personnes, voilà, mais on peut aussi aller jusqu'à des plateaux de plus de 100 personnes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, des personnes qui sont des collaborateurs et aussi des prestataires. Et là encore, du coup, ça pose la question du bon rattachement de ces fonctions. À qui on les rattache? Est-ce qu'on les rattache directement au président, à l'IT, aux fonctions de business développement lorsqu'elles existent? Alors nous, là-dessus, le point est que, en fait, il y a tellement de capex, il y a tellement d'enjeux économiques que le rattachement, il faut qu'il soit au plus haut niveau, en particulier dans ce contexte aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres questions qui se posent aussi, qui sont d'ordre plus technique, qui sont des questions plus de gouvernance, parce que ça pose la question de voir comment dans une entreprise on est en capacité de mieux décider, de mieux prioriser, de renoncer à faire des projets pour en accélérer d'autres. Et ça pose aussi des questions de processus d'innovation. Alors, dans l'innovation, on pense très souvent aux technos, à l'IA, etc. Donc, c'est tout ça. Donc, forcément, il faut être capable de détecter, de choisir, etc. Mais l'innovation, en fait, là-dedans, dans ces fonctions, elle réside pas vraiment là-dedans. Elle réside surtout dans la capacité des marques à en permanence rénover leur façon de gérer leurs propres projets. Alors, dans la littérature, il y en a foison des méthodes agiles, XB12, pif paf pouf. Bref, il y a plein de méthodologies. Ici, le vrai enjeu pour les marques, c'est de se les approprier et en permanence de se poser la question de la méthode, parce qu'à nouveau, on est dans une course, en fait, une course au développement et au delivery et au time to market des solutions. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais juste pour résumer finalement, peut-être par rapport aux propos, c'est que je pense qu'il est temps aujourd'hui en matière de digital et de fonction digitale, en fait, d'arrêter ce mot valise, parce que en fait, il dit tout, il dit rien. Le digital, il est partout, en fait, et que du coup, en fait, dans cet océan, en fait, il y a deux fonctions qui, en termes d'organisation, sont majeures et qui doivent être vraiment repositionnées. La première, qui est accrochée à la création, c'est la fonction de conception éditoriale et de création digitale, et la deuxième, qui est ancrée dans le business, qui est vraiment une fonction de stratégie digitale et de développement des solutions. C'est super, Christophe. Merci beaucoup parce que je trouve que c'est bien de dire qu'il faut progresser dans le digital, mais encore faut-il commencer à avoir une vague idée de ce que ça recouvre concrètement. Jean va vous raconter une dernière petite histoire avant qu'on se quitte, parce qu'on a complètement explosé le timing. Oui, alors simplement pour vous dire que, comme vous le savez, on continue à travailler chez MAD en cette période de confinement et qu'en parallèle des talks, nous avons entrepris de rédiger une étude sur les enjeux pour les maisons de luxe post-Covid. Donc, nous allons diffuser la première partie la semaine prochaine, puis 3 autres parties qui suivront successivement toutes les 2 semaines jusqu'à fin juillet environ. Voilà. Et comme on adore quand même les Mad Talks, on va continuer et on se retrouvera le 26 mai pour ceux d'entre vous qui voudront bien nous rejoindre avec donc le Mad Talks 4 et un invité surprise autour de l'univers de la beauté. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.